Bonjour à tous, bienvenue dans cette mini-formation. Aujourd'hui, on est à la partie 3 de cette mini-formation où on parle de la bourse. L'objectif de cette formation est de vous former et de vous montrer comment marche la bourse. Dans cette formation, on vulgarise les termes utilisés en bourse et on explique comment la bourse marche de façon très simple pour que tout le monde arrive à le comprendre. Si vous n'avez pas regardé la première ou la deuxième partie, je vous invite à aller regarder les deux premières parties et revenir voir cette troisième partie. Dans cet épisode, nous allons parler beaucoup plus des ETF et nous allons revenir sur quelques éclaircissements par rapport à la deuxième vidéo et vous donner quelques exemples d'ETF que vous pouvez acheter au début pour commencer. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis Emerson Doumachi. Je vous parle de la liberté et de la gestion financière, de tout ce qui concerne l'argent, des investissements, de l'entrepreneuriat et tout ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite sans plus tarder à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la fin de chaque mois, on présente un challenge où on investit dans un produit, où on présente un investissement. Si ce challenge t'intéresse ou si tu veux apprendre ou connaître plusieurs moyens pour diversifier ton argent ou pour investir, je t'invite à suivre le challenge à la fin du mois, comment j'investis tous les mois. Avant de commencer la vidéo, je tiens à te dire que j'ai mis à ta disposition un fichier gratuit qui te permettra de bien gérer ton argent à la fin du mois. Ça te permettra de bien savoir combien tu pourras mettre sur ton livret d'épargne, combien tu pourras mettre dans tes investissements et combien tu pourras dépenser. Donc, en fonction de cette répartition, vous saurez comment vous pourrez mieux gérer votre argent. Comme dans les précédentes vidéos, je suis toujours avec mon ami Roland qui va me poser des questions et je répondrai à ces questions, ce qui vous permettra aussi d'apprendre. Donc, par rapport à la précédente vidéo qu'on a fait, il a revu la vidéo et il m'a dit qu'il y avait quelques points qu'il n'avait pas compris. Donc, je le laisse me poser la question et je vous expliquerai aussi directement les différents points qu'il n'a pas compris. Merci de m'inviter encore une fois pour pouvoir poser mes différentes questions. C'est très intéressant parce que depuis la dernière fois quand on a pu discuter, j'ai pu créer moi un PEA et un compte titre en parallèle. Très intéressant. Et du coup, je me suis posé une question en fait et je voulais partager cette question mais plutôt en live. Comme ça, les interlocuteurs aussi pourront avoir l'élément de réponse que tu pourras apporter. Il s'agit essentiellement de la partie fiscalité. Dans la dernière vidéo, tu nous avais bien dit que c'était intéressant de toutes les manières de créer un compte PEA, même si on ne commence pas à investir de suite. Ouais. Et on pouvait aussi créer un compte titre pour l'achat des actions. Mais entre un PEA et un compte titre, au niveau fiscalité, c'est quoi la différence et qu'est-ce qui est le plus conseillé? Lorsque vous débutez et que vous êtes en France, c'est toujours mieux de commencer par un PEA. Mais un PEA, un compte qui permet aujourd'hui d'acheter que des actions françaises ou que des ETF qui sont dans l'Union européenne mais qui repliquent les indices américains par exemple. Je reviendrai sur cette partie après. Donc déjà, votre compte titre vous permet d'acheter à la fois des actions et des ETF qui sont européennes, françaises par exemple, et les actions américaines ou quelques actions africaines ou asiatiques par exemple. En gros, on a plusieurs opportunités comparativement à un PEA. Maintenant, par rapport à la fiscalité. Côté fiscalité, par exemple, lorsque vous créez un PEA aujourd'hui en 2022, et que vous achetez une action ou vous n'achetez même pas une action, vous mettez juste votre argent là-dessus, vous pouvez acheter une action à 10 € par exemple, comme exemple, et vous laissez l'action pendant 5 ans et qu'on est par exemple en 2027. En 2027, vous pouvez aujourd'hui, lorsque vous avez gagné de l'argent sur cette action, vous n'allez pas payer d'impôt sur l'action, sur les intérêts que vous avez fait sur cette action. Et ça, c'est le PEA. Ça, c'est le PEA. Mais l'avantage du PEA, ce n'est pas parce que vous avez détenu votre action pendant 5 ans. Non, c'est parce que vous avez ouvert votre compte il y a de cela 5 ans. Ça veut dire que si j'ouvre mon compte et qu'aujourd'hui je n'achète ou que j'achète juste une action,
pendant les 5 ans, j'ai l'avantage de ne plus payer d'impôts sur tout l'argent que je vais gagner sur ce PEA. Ça veut dire que même après 2 ans, après 3 ans, supposons que j'achète une action à 1 000 euros qui me fait par exemple x3. Donc, après 2 ans ou après 3 ans, j'ai 3 000 euros de bénéfices. Sur les 3 000 euros de bénéfices, vu que mon PEA a déjà fait 5 ans, je l'ai créé il y a de cela 5 ans, je ne vais pas payer d'impôt sur les 3 000 euros. Ah, intéressant. Si je comprends bien, la durée des 5 ans, ce n'est pas à compter du moment où on achète l'action, mais c'est à compter du moment où on crée le PEA. C'est ça, ça veut dire que dès que tu as créé ton compte, vu que tu l'as créé en 2022, Oui. tout l'argent, l'intérêt que tu auras fait pendant cette période ou l'intérêt que tu auras fait après, Oui. déjà à partir de 2027, tu ne paieras plus d'impôt en fait. Ok. Si j'achète des actions en 2027, j'aurai pas besoin d'une durée de 5 ans pour pouvoir être... Donc, parce que j'ai déjà fait les 5 ans, ça c'est intéressant. Ça veut dire que même en 2026, supposons que tu achètes une action, je ne sais pas, une action d'Apple par exemple, Oui. et qu'il te fait 1 x 5, c'est juste un exemple, ça n'arrive Oui. jamais, mais qu'il te fait 1 x 5 par exemple, et que tu veux retirer de ce montant, tu vas le retirer sans payer d'impôt sur l'intérêt que tu as fait. Ah, ça c'est très intéressant parce que la majorité des investissements qu'on fait, on voit qu'il y a toujours des impôts qui est posé dessus, ce qu'on appelle la flat tax. Mais dans ce contexte-là, il y a juste la durée entre la création et les 5 ans. C'est ça, ça veut dire que quelqu'un qui a un compte, un PEA de 5 ans, il ne paiera plus d'impôts après les 5 ans. Dès que tu fais les 5 ans, tu ne paieras plus d'impôts. C'est pour ça que je peux recommander dans la dernière vidéo de créer plus rapidement, de créer au plus tôt un compte PEA. Parce que lorsque vous créez un compte PEA, même si vous ne l'utilisez pas maintenant et que vous décidez de l'utiliser après 10 ans, après 20 ans ou après 5 ans, vous savez que vous avez déjà fait les 5 ans et que l'argent que vous allez gagner avec votre PEA, vous n'allez pas payer d'impôt là-dessus. Très intéressant. Et le compte titre? Le compte titre, on paie une flat tax de 30% là-dessus. La flat tax, elle est composée en partie du prélèvement social et des impôts. Les impôts représentent 12,8% et les prélèvements sociaux 17,2%. Mais au niveau du PEA, on a l'exonération après 5 ans de l'imposition. Alors que sur le compte titre, même si votre compte titre a 10 ans, vous paierez toujours des impôts là-dessus. C'est pour ça que je dis souvent à plein de gens d'acheter uniquement que les actions américaines ou les actions qu'ils ne peuvent pas acheter avec leur PEA, de l'acheter sur leur compte titre. Et c'est tout de suite ce qui me venait en tête. Donc, vaut mieux acheter les actions françaises sur un PEA et toutes les autres actions qui nous plaisent bien, mais qui ne se trouvent pas sur le PEA parce qu'on n'a que des actions européennes, mais sur le compte titre, on l'achète. C'est ça. C'est ça. En gros, aujourd'hui, la majorité des actions à dividendes qui rémunèrent très très bien, ce sont des actions américaines. Il y a aussi des actions françaises, des actions européennes qui le font, mais la majorité, ce sont des actions américaines. C'est à cause de ça que c'est intéressant d'acheter aussi ces actions, mais sur un compte titre. Super. Là, c'est clair. Je saurais mieux faire les choix en fonction des différentes plateformes. J'avais une autre question parce que je me suis un peu documenté sur les ETF. Ouais. Et au moment de vouloir faire un achat que je n'ai pas encore fait, parce que justement, ce sera une de nos discussions, ce que tu pourrais conseiller comme ETF. Mais je me suis posé la question, les ETF, dans l'une de nos vidéos qu'on a fait ensemble, tu expliquais bien que c'était un panier d'actions, comme des fruits. Tu avais bien donné l'exemple des fruits qui reflétaient vraiment en fait ce que c'était. Et je me suis posé la question, comment est-ce que je sais si j'achète un ETF qui a un panier d'actions? Comment est-ce que je sais que ces actions-là sont vraiment achetées ou pas? Parce que moi, j'achète une chose, mais derrière, il y a plusieurs choses. C'est ça. Mais comment est-ce que je le sais réellement? En gros, quand on prend un ETF, on a un émetteur. L'émetteur, c'est la banque qui émet l'ETF. Donc, la banque qui émet l'ETF, ça peut être l'ISAR, ça peut être Vanguard, ça peut être Amundi. Et ce sont des banques qui créent les ETF et qui achètent les actions derrière. Maintenant, quand ils achètent les actions ou quand ils proposent un ETF, à part le fait que l'ETF soit par exemple capitalisante, ça veut dire qu'on investit les dividendes ou l'ETF soit à distribution. Ça veut dire qu'on distribue les dividendes à ceux qui ont cet ETF. À part ça, on a ce qu'on appelle la réplication. Ça veut dire que certains ETF sont à réplication aujourd'hui physique. La réplication physique, ça veut dire que l'ETF en question, lorsqu'il vous dit qu'il a
que c'est en ETF SP500, ça veut dire que l'ETF a acheté vraiment les actions des 500 entreprises américaines, en fait, les plus grandes entreprises américaines. Quand on vous dit un ETF à réplication physique du CAC 40, ça veut dire que l'ETF en question a acheté les 40 actions. Donc, il y a des audits qui prouvent qu'ils achètent vraiment, ils ont les 40 actions. On a par exemple une deuxième façon qui est la réplication synthétique. La réplication synthétique, ça veut dire que l'ETF en question n'a pas vraiment acheté les mêmes actions, mais l'ETF vous promet un résultat qui est pratiquement la même chose que l'indice donné. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, aujourd'hui, quand on te parle d'un ETF, je donne juste en SP500. Je prends toujours l'exemple de SP500. En un an, le SP500 a fait environ 10%. Un ETF physique fera ces 10% intégralement parce qu'il n'y aura pas de différence. Mais un ETF synthétique fera peut-être 10,2 ou 9,7 ou 9,3. En gros, on peut avoir une différence d'environ de 3% entre les deux, entre ce qui est physique et ce qui est synthétique. Mais est-ce que ça veut dire, si je comprends bien, donc les physiques, c'est sûr qu'on a les actions derrière. On a les mêmes actions derrière, mais les synthétiques, on est rassuré du rendement du pourcentage et du coup, c'est eux qui gèrent en fait là où ils placent les actions. Oui. Mais du coup, moi, ça me fait poser une question légitime, c'est est-ce que ça veut dire que c'est plus sûr d'aller vers le physique que le synthétique? Après, entre les deux, d'après les précédents chiffres, il n'y a pas vraiment de grande différence en fait. Donc ça, c'est vraiment rentrer vraiment dans le détail pour vérifier. Mais généralement, la différence, c'est soit de 10,1, 10,2. Il y a certains qui sont pratiquement au même niveau. Des fois, on a une différence de 0,2 ou 0,3. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence par rapport au fait que ça soit physique ou synthétique. Généralement, les banques ou ceux qui émettent ces ETF maîtrisent vraiment ce qu'ils font et même s'ils vous proposent un ETF physique ou synthétique, c'est toujours bien d'avoir un ETF physique, mais en gros, si on te propose aussi un ETF synthétique, sachant qu'il a réalisé les mêmes chiffres que l'indice qu'il avait réalisé toutes les années précédentes, il n'y a pas de raison pour que ça change les prochaines années. Oui, tu sais, nous qui sommes débutants, on a envie d'être sûr de ce qu'on détient. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Mais si réellement par rapport aux anciennes, je vais dire, statistiques, ça le prouve, donc ça devrait le faire. Et du coup, je vais en venir à la question la plus pertinente. C'est maintenant que je détiens un compte titre et mon PEA, et que maintenant je sais que sur le PEA, c'est mieux d'acheter les ETF, les actions européennes, en gros, le compte titre par rapport à la fiscalité. Là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je veux acheter un ETF, par exemple. Quels sont, selon toi, les ETF qui pourraient être intéressants à investir là-dedans? Je vais donner quelques exemples d'ETF, mais de toute façon, pour ceux qui nous suivent, si vous souhaitez investir dans ces ETF, la première des choses à faire est de faire vos recherches et de savoir ce que vous êtes en train de faire. N'investissez pas parce que j'ai dit qu'il faut acheter. Donc, tout le monde, en fonction de son niveau de risque, a par exemple un portefeuille donné. Par exemple, il y a certains qui achètent beaucoup plus de l'or dans leur portefeuille, qui font 40% juste pour la stabilité en disant que je sécurise mon portefeuille à 40%, sachant que je ne vais pas gagner de l'argent sur les 40%. Donc, en fonction de chacun, vous avez un profil donné et en fonction de votre profil, vous pouvez constituer vos portefeuilles. En termes d'exemples d'ETF, je vais donner des exemples de façon géographique pour que vous soyez totalement diversifié en termes d'ETF. Si on prend par exemple ce qui est le plus diversifié aujourd'hui, on va prendre le MSCI World. C'est un ETF que vous pouvez acheter aujourd'hui sur votre PEA qui est par exemple émis par Amundi, qui est émis par l'ISOR aussi. Quand on prend le MSCI World, il est constitué de 1600 entreprises. Ah ouais, quand même. Donc c'est tellement diversifié dans le monde. Là, c'est tellement réparti, mais on constate que la répartition, elle est beaucoup plus basée aujourd'hui aux États-Unis, en Europe et juste un peu en Asie. L'ETF en question, il est tellement diversifié, mais géographiquement, il n'est pas trop diversifié. Quelqu'un qui veut par exemple investir en Asie, il peut acheter par exemple
un autre ETF qui est le MSCI Asie, par exemple, sur le marché chinois. Aussi, par exemple, il peut acheter le PASI, qui est un ETF aussi émergent, des entreprises qui émergent en Asie. PASI. Oui, PAASI. Quelqu'un qui a beaucoup plus confiance sur la France aujourd'hui et qui veut investir en France, au lieu d'acheter chaque action, il peut acheter juste un ETF qui replique l'indice le CAC 40. Donc, il sait qu'il a les 40 plus grosses entreprises aujourd'hui de la France. Donc, les 40 plus grandes. Si, par exemple, il veut investir aux États-Unis, il va prendre, par exemple, le SP500. Le SP500, il comprend les 500 plus grandes entreprises américaines, par exemple. Donc, il va plutôt choisir ces ETF. Donc, en termes de diversification, on peut dire déjà, c'est tout en début. Je n'ai pas donné l'Afrique, mais quelqu'un qui veut investir sur le marché africain, il peut acheter le Lissar Pan Africa. Donc, c'est aussi un ETF qui est disponible. Après, je ne sais pas s'il est disponible sur les PEA. Il va falloir chercher pour voir s'il est disponible sur le PEA. Je ne sais plus si je l'ai sur mon PEA ou sur mon compte titre. Donc, il va falloir voir si c'est disponible dans votre PEA ou pas. Donc, pour résumer, en termes de diversification, si vous voulez vraiment être vraiment diversifié, le plus grand aujourd'hui qu'on a, c'est le MSCI World qui est composé de 1600 entreprises. On a le SP500 de 500 grandes entreprises aujourd'hui aux États-Unis. On a en France, par exemple, le CAC 40 qui est composé des 40 plus grandes entreprises. Et on a le marché asiatique sur lequel on peut investir sur le MSCI Asia ou par exemple le PASI. Après, en fonction de vos envies ou en fonction de vos différentes croyances ou ce dont vous avez envie, les domaines dans lesquels vous avez envie d'investir, vous pouvez par exemple choisir les ETF qui sont sectoriels. On a des ETF qui répliquent uniquement que tout ce qui est lié à l'agriculture. Ça veut dire qu'on investit dans les produits agricoles ou soit dans les appareils qui font que de l'agriculture. On a des ETF aujourd'hui qui répliquent aujourd'hui que tout ce qui est immobilier. Des ETF qui sont dans la santé, dans la technologie. Dans la technologie, on a le Nasdaq 100 par exemple. Mais il faudrait savoir aussi que les chiffres précédents ou les chiffres par le passé ne garantissent pas les chiffres futurs. En fait, ça veut dire que c'est pas parce qu'on a le Nasdaq 100 qui a fait 10%, 20% ou 30% l'année dernière qu'il va refaire la même chose cette année. Donc, il faut faire aussi attention lorsque vous choisissez vos ETF. Mais il ne faudrait pas aussi se baser uniquement que sur les chiffres précédents. Mais ça peut t'aider à prendre une décision. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que pour une personne qui veut débuter, en plus de savoir qu'un ETF ou voilà, un panier d'actions, je veux dire en fonction des plus grandes entreprises ou agricoles, etc., il va essentiellement se baser sur les chiffres précédents pour être un peu rassuré. Oui. Je te donne un exemple. On prend par exemple l'indice SP500. L'indice SP500, par le passé, en moyenne, il a fait 8%. Mais par exemple, l'année précédente, il a fait plus que 8%. Et cette année, on est pratiquement à la moitié de l'année, mais il est en négatif. Il perd par exemple 2%. Donc, tu vois, comparativement au début de l'année, il perd 2%. Peut-être qu'il va prendre peut-être 10% et compenser, ou peut-être qu'il va faire, je ne sais pas, un miracle, et aller peut-être aux 8% qu'il a l'habitude de faire chaque année ou aux 10% qu'il est en train de faire. Mais aujourd'hui, par exemple, il est en train de perdre de l'argent. Ceux qui ont investi, par exemple, sur le SP500 ont perdu, s'ils avaient investi en début d'année, là, ils vont perdre environ 2% de l'argent qu'ils ont investi. Donc, on va attendre la fin de l'année pour voir le résultat qu'on aura par rapport à cet indice, par exemple. Ça veut dire que quelqu'un qui s'est basé sur cet indice et qui a investi en début d'année, pendant cette période, il est en train de perdre 2%. Mais rien ne garantit que cette perte va être maintenue jusqu'à la fin de l'année. Donc, d'ici la fin de l'année, on peut avoir un 10%, un 8% à la fin de l'année comme rendement. Donc, tout est toujours possible. Là, on vient de discuter plus en profondeur des ETF qui sont des paniers d'actions du coup. Mais dans l'une des vidéos aussi, tu as dit que au niveau des ETF, le rendement est moins important que les actions. Ou je me trompe? Un ETF peut avoir plus de rendement qu'une action et une action aussi peut avoir plus de rendement qu'un ETF. Quand on prend le CAC 40, dans le CAC 40, on a 40 grandes entreprises. Donc, dans ces 40 grandes entreprises, si on te dit que le CAC 40 a fait 10%, c'est que dans les 40, il y a certains qui ont perdu de l'argent et il y a d'autres qui ont gagné. Donc, peut-être que quelqu'un a fait 20%, quelqu'un d'autre a fait 8%,
et ça se compense au fait. Donc, D'accord. ça devient en moyenne, en montant en fonction de ce indice. Si tu as la chance d'acheter l'action dans les CAC 40 qui fait les 20%, Oui. là, tu vas surperformer le marché. C'est ce qu'on dit, on a battu le marché. Donc, si tu battes le marché, ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui tu as acheté une action française qui a fait, par exemple, 20%, alors que le CAC 40 a l'habitude de faire 6, 7 ou 8%, ça veut dire que tu bats le marché. Ton portefeuille est plus performant que le CAC 40 et ton portefeuille est plus performant que le marché français, par exemple. Ah, c'est intéressant. Et du coup, si je veux acheter plutôt des actions, là on a parlé des ETF, ça me donne une idée de là où je peux aller, mais je vais aller chercher, m'informer là-dessus. Et au niveau des actions, qu'est-ce que tu conseillerais ou bien quelle information tu pourrais donner plus? Au niveau des actions aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui d'acheter une action en particulier. Parce que regarde, en début d'année, on a des gens qui ont acheté Netflix. Netflix a perdu 76%. C'est pas vrai. On a PayPal qui a perdu de l'argent. On a Twitter qui a perdu de l'argent. Oui. On a plusieurs entreprises qui ont perdu de l'argent. Ça peut être une opportunité aussi à d'autres personnes aujourd'hui en investir parce que ces entreprises ont perdu de l'argent et s'ils ont confiance en ces entreprises, ça veut dire que ces entreprises vont prendre de la valeur, vont retrouver leur niveau et que cette perte de 76% par exemple de Netflix sera une opportunité pour d'autres personnes de gagner de l'argent. Mais ça, c'est un truc qu'on ne peut jamais savoir. Mais si vous achetez aujourd'hui un ETF Nasdaq 100 par exemple, on a Netflix qui a perdu 76%. Si sa valorisation ou s'il ne fait plus partie des 100 grosses entreprises technologiques, ça veut dire qu'il va être viré du Nasdaq 100 et qu'il y aura une autre entreprise qui va le remplacer automatiquement. Le jour où il reviendra à niveau, il va rentrer dans l'indice. Donc pour les débutants, c'est toujours mieux de commencer par les ETF. En termes d'actions, ceux qui sont beaucoup plus pour une stratégie à dividendes, peuvent se tourner vers des actions à dividendes. Ça, ils savent qu'ils vont gagner de l'argent tous les mois ou peut-être tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans avec les actions. Comme exemple d'action, je vais te laisser faire des recherches et me faire une proposition des actions à dividendes que je vais essayer d'acheter dans la prochaine épisode que je vais faire de comment j'investis tous les mois. Donc, chaque mois, je fais un épisode pour vous présenter un investissement et à la fin de ce mois, je vais faire un épisode où je vais investir en bourse. Donc, je vais investir sur un ETF en particulier et je vais investir aussi sur 5 actions à dividendes. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à voir le dimanche prochain l'épisode qui va sortir et dans l'épisode prochain, je te laisse faire des recherches et tu me conseilleras plusieurs actions et parmi les actions que tu vas me conseiller à dividendes, je vais choisir 5 actions sur lesquelles je vais investir et on va faire le suivi jusqu'à la fin de l'année, voir combien ces actions m'ont rapporté ou combien l'ETF en question m'a rapporté. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on n'a pas vraiment précisé tout au long de cette vidéo, je vais faire une autre vidéo pour vous donner des conseils par rapport à ceux qui veulent investir en bourse. Donc, les 5 secrets pour ceux qui veulent débuter en bourse et quelles sont les actions à faire. Je vais faire une vidéo principalement pour ça qui sera la 4e partie de cette formation et la dernière aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, c'est vraiment à long terme. Si vous investissez, ce n'est pas pour gagner de l'argent au bout de 6 mois, au bout de peut-être 3 mois ou par exemple au bout d'un an. Des fois, c'est vraiment sur 5-10 ans qu'on arrive à gagner de l'argent. Si vous achetez une action en début d'année et que en milieu d'année, il a perdu 2%, ça ne veut pas dire que votre argent est perdu. Raison pour laquelle on vous dit de lisser votre investissement. Quelqu'un qui a 1000 € aujourd'hui et qui veut investir ses 1000 € en bourse, il est toujours intéressant d'investir 100 € tous les mois de telle façon qu'il arrive à acheter à n'importe quel moment. Ça veut dire que si le cours est à 3000 €, il achète. Le jour où c'est à 2000 €, il achète aussi. Donc, ce qui fait qu'il arrive à acheter avec une moyenne donnée. Et lorsque l'ETF ou l'action a par exemple performé de 10%, il aura aussi approximativement les mêmes rendements. Donc, c'est toujours bien d'acheter quand c'est haut, quand c'est bas. Et là, on a une moyenne donnée et c'est beaucoup plus intéressant. Quand on essaie d'investir d'un seul coup, par exemple, l'exemple du SP500 que j'ai donné, quelqu'un qui a acheté d'un seul coup l'action en début d'année
est en train de perdre 2% actuellement. Quelqu'un qui investit par exemple tous les mois, peut-être que à la fin d'un mois ou peut-être en début d'un mois, il a acheté l'action et ça a pris de la valeur. En gros, il était au sommet quand il a acheté et il a acheté une fois où c'était bas, donc ça compense un peu. Donc c'est toujours conseillé de lisser son investissement. Mais je ferai une vidéo pour mieux vous expliquer ça. Et pour ceux qui veulent connaître les 5 actions que je vais acheter et l'ETF que je vais acheter, je vous invite à regarder la prochaine épisode. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez déjà quoi faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo à d'autres personnes qui pourront être intéressées.